On a une nouvelle à vous annoncer, l'entreprise va changer de locaux. On déménage le mois prochain, mais vous inquiétez pas, on reste en Ile-de-France, on va pas très loin. On déménage où? À Chevilly-la-Rue. Pardon? Mais c'est super loin, comment on va faire? Bah vous allez devoir nous suivre et travailler dans les nouveaux locaux. On va vous aider avec les déménagements, etc. évidemment, mais comment ça on vous suit? On va pas abandonner nos vies, nos maisons, l'école de nos enfants comme ça quand même. Bah écoutez, si vous voulez garder votre travail et pas vous faire licencier, si. Ton employeur ne peut pas automatiquement te sanctionner disciplinairement, voire te licencier, si tu refuses un changement du lieu de travail. En tant que salarié, tu as le droit de refuser ce changement dans certains cas. Par exemple, mais attendez, les contrats de travail prévoient que le lieu de travail, c'est Paris. Là, vous parlez de déménager, donc on change de secteur géographique. On a donc le droit de refuser ce changement. Si l'entreprise déménage dans le secteur géographique du lieu de travail initial, le salarié ne peut pas refuser le changement du lieu de travail, sinon il risque effectivement un licenciement. Par contre, si l'entreprise déménage en dehors du secteur géographique, ton accord sur le changement du lieu de travail est nécessaire. On ne peut pas te forcer à suivre l'entreprise. Mais si jamais ton contrat de travail prévoit une clause de mobilité, les choses changent. Votre contrat de travail prévoit une clause de mobilité qui couvre toute l'Île-de-France. Donc si vous refusez ce changement du lieu de travail, ce sera un licenciement. Si ton contrat de travail prévoit une clause de mobilité et que ton entreprise déménage dans un lieu qui est couvert par cette clause, l'entreprise n'a pas besoin de ton accord pour changer ton lieu de travail. Donc si tu refuses de la suivre, d'aller travailler dans le nouveau lieu qu'elle a choisi, tu t'exposes à des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à un licenciement. Pour plus d'informations sur les relations employeur-salarié, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je viens récupérer les valises que j'ai laissées dans la consigne. Ah, j'ai justement essayé de vous appeler. Je suis vraiment désolée, mais on les retrouve plus. Comment ça, vous les retrouvez plus? Bah, on les retrouve plus. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ok, et du coup, on fait comment? Comment ça, on fait comment? Bah, pour le remboursement, on fait comment? Ah non, désolé, mais ça va pas être possible. Mais comment ça, vous pouvez pas? Vous avez perdu mes affaires dans votre hôtel. Si je vous les ai laissées, c'était justement pour qu'elles soient en sécurité. Non, madame, je suis désolée, mais ça ne marche pas comme ça. C'est écrit ici. Si les affaires sont perdues, on ne rembourse pas. Mais attendez, c'est pas normal, vous êtes obligé de me rembourser. Votre panneau, là, il est pas légal. Si tu laisses tes bagages directement à l'hôtel et qu'ils sont perdus ou volés, l'hôtel est responsable. Et ça vaut même s'il y a un panneau qui dit « L'hôtel décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol ». Parce que cette responsabilité de l'hôtelier, elle est d'ordre public, ce qui veut dire qu'elle s'applique dans tous les cas. Donc si tu confies tes affaires directement à l'hôtel, par exemple en mettant tes affaires dans une consigne ou une bagagerie, et que tes affaires sont perdues ou volées, l'hôtel est responsable sans plafond. On dit que sa responsabilité est illimitée. Donc il devra te rembourser intégralement la valeur de tes affaires. Maintenant, comment tu prouves la valeur de tes affaires? En soi, légalement, tu peux le faire par tout moyen. Donc tu peux apporter n'importe quelle preuve. Par exemple, des factures d'achat, des relevés bancaires, des photos de l'intérieur de ta valise que tu aurais prise avant le séjour, ou encore le témoignage d'une personne qui confirme ce que tu avais sur toi. Par contre, si jamais la perte de tes affaires est due à un cas de force majeure, dans ce cas-là, l'hôtelier est exonéré de sa responsabilité, ce qui veut dire qu'il n'aura pas à te rembourser. Et pour plus d'infos sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Oula, ça promet. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu t'en doutes, mais j'ai plus envie de le cacher ou qu'on fasse semblant. Voilà, je suis gay. Hein? Non mais c'est pas bien de me faire des blagues comme ça. Non mais c'est pas une blague, je suis homosexuelle. Tu prends tes affaires et tu te casses. Quoi? Mais on peut au moins en parler. Non, on va pas en parler. De toute façon, t'es majeur, on ne te doit plus rien. Ce n'est pas parce que tu es majeur que tes parents sont libérés de toutes leurs obligations à ton égard. Tes parents ont l'obligation de te loger, de te nourrir et de te vêtir. Et cette obligation ne s'arrête pas juste parce que tu deviens majeur. Même après tes 18 ans, si tu es dans le besoin, tu peux réclamer à tes parents l'exécution de cette obligation qui prend la forme d'une pension alimentaire, donc d'une somme d'argent que tes parents te verseront. Non, on va pas en parler. De toute façon, t'es majeur, on ne te doit plus rien. Mais comment je vais faire pour vivre? J'ai rien si vous me mettez dehors. Ah bah tu fais comme tout le monde, tu vas travailler. Mais vous savez très bien qu'avec mes études, c'est pas possible, je vais devoir les abandonner. Eh bah tant pis pour toi. Nous, on voulait te financer tes études, te soutenir jusqu'à ce que tu sois indépendant. Mais vu ce que tu nous fais, là c'est terminé, tu te démerdes. Si tu es étudiant, il est souvent très compliqué de subvenir seul à tes besoins tout en continuant et en réussissant tes études. Le droit prévoit donc des solutions si jamais tes parents t'abandonnent et te laissent complètement comme ça à l'abandon. Tu pourras demander à un juge de reconnaître cette obligation d'entretien pour que tu puisses subvenir à tes besoins et continuer tes études. Le juge prendra en compte le caractère réel et sérieux de tes études, donc globalement si t'étais investi dans tes études, si t'étais assidu, bref, le juge va vérifier si tu es sérieux dans tes études. Et si le juge reconnaît cette obligation d'entretien, tes parents devront te verser de l'argent jusqu'à ce que tu aies un emploi régulier qui te permette de devenir autonome. Pour plus d'informations sur les relations parents-enfants, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. J'ai acheté un produit sur votre site, mais il est arrivé abîmé. Donc j'aimerais soit qu'on me le remplace, soit être remboursé. Je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Pardon? Bah pourquoi? Le colis, quand on vous l'a envoyé, il était en parfait état. Donc il va falloir que vous régliez ça avec le transporteur. Nous, on n'est pas responsables. Mais attendez, le produit, je l'ai acheté chez vous. Donc c'est à vous de régler ça, pas à moi. Si tu achètes un produit sur internet et qu'il arrive endommagé, c'est le vendeur qui est responsable, pas le transporteur. Même si c'est la société de livraison qui a cassé ton colis, c'est au vendeur de gérer le litige, pas à toi. En fait, tant que t'as pas reçu le produit physiquement, en droit, c'est encore le vendeur qui est responsable. Du coup, il peut pas du tout t'envoyer vers le transporteur en te disant que c'est pas son problème. Toi, qu'est-ce que tu dois faire si tu reçois un colis abîmé? D'abord, c'est émettre immédiatement des réserves sur le bon de livraison. Sinon, on pourrait considérer que tu as accepté le colis en l'état. Ensuite, contacter le vendeur rapidement pour lui signaler le problème. Sachant que si tu as signé le bon de livraison sans émettre de réserve,
réserve, tu as 2 jours ouvrables pour contester la livraison. Et enfin, demander au vendeur une réparation, un remplacement ou un remboursement au titre de la garantie légale de conformité. Ça, tu peux le faire par mail ou par courrier recommandé. Ce qui est ultra important, c'est de le faire par écrit pour que tu puisses avoir une preuve de ta demande. Et pour plus d'infos sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bon, l'état des lieux d'entrée est fini. Vous voulez le payer comment? Désolé, mais je comprends pas. L'état des lieux, c'est 150 €. Vous voulez payer par chèque ou en espèces? Mais je vais pas le payer, l'état des lieux. Vous n'avez pas payé une agence pour le faire, donc je vois pas pourquoi ce serait payant. Parce que c'est comme ça, mon temps n'est pas gratuit. L'état des lieux d'entrée, c'est à vous de le payer, même si c'est moi qui le fais. Si l'état des lieux d'entrée est fait directement entre toi et ton propriétaire, tu n'as rien à payer. Tant que ce n'est pas un professionnel qui fait l'état des lieux, comme une agence immobilière ou un huissier, et donc que c'est bien le propriétaire qui le fait lui-même, l'état des lieux d'entrée est gratuit, donc on ne peut rien te facturer. Par contre, si l'état des lieux d'entrée est fait par un professionnel, là, on peut te le facturer. Mais même dans ce cas-là, c'est pas open bar, il y a quand même des règles. Tu ne peux jamais payer plus que ce qu'a payé le propriétaire, et c'est plafonné à 3 € par mètre carré de surface habitable. Donc par exemple, pour un appartement de 30 mètres carrés, le maximum que tu puisses mettre, c'est 90 €. Si ça t'arrive et que ton propriétaire veut te facturer l'état des lieux d'entrée sans respecter ces règles, tu n'as aucune obligation de payer. Et en cas de difficulté avec ton propriétaire, tu peux contacter gratuitement la DIL de ton département. Pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Pardon, mais là, le casque, il est passé à 60 € alors qu'il est affiché à 50 en rayon. Ah mince, désolé, il doit y avoir une erreur sur le prix. Est-ce que vous le prenez quand même? Oui, mais à 50 €. Ah non, madame, le prix, c'est 60 €. Mais attendez, c'est pas de ma faute si vous vous êtes trompé. Si vous l'affichez à un prix, vous êtes obligé de me le vendre à ce prix. Quand tu achètes quelque chose dans un magasin, c'est le prix affiché en rayon qui compte. En fait, le vendeur est obligé d'afficher le prix clairement, de façon lisible et sans ambiguïté. Parce que c'est assez logique, mais le prix, c'est une condition essentielle dans ta condition d'achat. Donc c'est pour ça que par principe, ce sera toujours le prix affiché en rayon qui va s'appliquer. Donc si tu arrives à la caisse et qu'on te demande de payer plus cher que ce qui était indiqué, tu peux exiger de payer le prix qui était affiché en rayon. Sachant que si tu le remarques pas et qu'on te fait payer plus cher que le prix qui était affiché en rayon, ça peut même être considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Et là, le vendeur risque une amende administrative de 3 000 €, mais aussi 2 ans de prison et 300 000 € d'amende au pénal. Par contre, mais regarde le prix de la PS5, 50 €. Vas-y, on la prend. Mais là, c'est sûr que 50 € c'est une erreur. À la caisse, ils vont nous faire payer le vrai prix. Ils ont pas le droit. Si c'est affiché à 50 €, c'est que c'est 50 €. Même si le prix normal est beaucoup plus cher, ils sont obligés de nous le vendre au prix qu'ils ont affiché en rayon. Si le prix affiché c'est clairement une erreur, le magasin peut refuser de te vendre le produit au prix qui était affiché dans les rayons. Et ça c'est parce qu'on considère que dans un cas comme celui-ci, tu peux pas être de bonne foi. Tu sais très bien qu'une PS5 neuve, ça ne coûte pas 50 €. Donc si jamais tu veux forcer l'achat de ce produit à ce prix-là, les juges pourraient considérer que tu essayes de profiter de l'erreur qu'a fait le magasin, et donc dans ce cas, le magasin a le droit de refuser de te vendre le produit à ce prix-là. Dernière chose, si tu remarques qu'un magasin fait souvent des erreurs d'affichage dans les prix, et que tu payes toujours plus cher une fois arrivé à la caisse que le prix qui avait affiché en rayon, tu peux faire un signalement sur Signal Conso, qui est une plateforme de la DGCCRF, donc de la répression des fraudes. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Mon vol est retardé. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il va arriver ou... je suis vraiment désolée, mais pour l'instant, il y a au moins 4 heures de retard. Et du coup, l'attente, ça se passe comment? Comment ça? Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour manger ou boire, par exemple, pendant qu'on attend? Parce que là, je vais pas aller dans les boutiques d'aéroport, hein. Rien qu'une bouteille d'eau, ça coûte une fortune. Ah non, vraiment désolée, mais on peut pas prendre en charge vos dépenses. Ça marche pas comme ça. Le droit européen prévoit qu'en cas de retard de ton vol, tu peux avoir droit à une assistance. C'est-à-dire à des rafraîchissements, de la restauration, des communications gratuites et la prise en charge de tes frais de transfert entre l'hôtel et l'aéroport si le départ de ton vol ne peut pas avoir lieu avant le lendemain. Par contre, cette assistance n'est pas due pour n'importe quel retard. En fonction de la distance de ton vol, donc en gros si tu voyages plus ou moins loin, la durée du retard nécessaire pour avoir droit à cette assistance n'est pas la même. Le vol a plus de 4 heures de retard en fait, donc j'ai le droit à une assistance. Donc j'aurais bien à manger, de l'eau, enfin tout ça quoi. Je suis vraiment désolée, mais ça va pas être possible, on va pas pouvoir vous en fournir. Mais vous êtes obligé de le faire, c'est la loi. Je comprends totalement, mais malheureusement, là logistiquement, comme je vous l'ai dit, on peut pas vous les fournir. Écoutez, dans ce cas-là, je vais aller m'acheter à manger, puis je demanderai le remboursement. Si l'assistance, donc la prise en charge, n'est pas fournie, la compagnie devra te rembourser les frais que tu vas engager. Par contre, on n'oublie pas de garder tous ces reçus, tickets, etc. pour pouvoir les envoyer à la compagnie et justifier des dépenses dont tu vas demander le remboursement. Comme d'habitude, les sources juridiques sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. J'ai acheté un produit sur votre site internet, mais je l'ai toujours pas reçu. C'est normal, nous on l'a bien envoyé, mais c'est au niveau du transporteur qu'il y a un problème. Et du coup, on fait comment? Dans ce cas-là, vous devez demander une nouvelle date de livraison par écrit. Écoutez, le produit est toujours pas arrivé. Donc là c'est bon, je vais annuler ma commande et je vais être remboursée. Ah non, je suis désolée mais ça va pas être possible. Nous le produit on vous l'a bien envoyé et comme le problème est au niveau du transporteur, on va pas pouvoir vous rembourser. Ah si, vous allez me rembourser. L'histoire avec le transporteur c'est pas mon problème. Le produit je l'ai acheté chez vous et le transporteur c'est vous qui l'avez choisi. Donc comme la nouvelle date de livraison n'a pas été respectée, là c'est simple, vous avez 14 jours pour me rembourser. Et si vous le faites pas, vous me devrez de l'argent en plus. Si
c'est le vendeur qui a choisi le transporteur, ce qui est souvent le cas, le vendeur est responsable de la bonne livraison du produit. Donc même si tu reçois pas ton colis à cause d'un souci de transporteur, c'est pas ton problème, c'est le vendeur qui doit gérer. Et si le vendeur ne respecte pas la date de livraison qui était prévue, toi tu dois lui demander une nouvelle livraison par écrit dans un délai raisonnable, par exemple 10 jours. Et si ce nouveau délai n'est toujours pas respecté, tu peux annuler ta commande. Dans ce cas-là, le vendeur est obligé de te rembourser toutes les sommes versées, y compris les frais de livraison, et il a 14 jours pour le faire. Sachant que s'il ne te rembourse pas sous ce délai de 14 jours, tu as droit à des intérêts de retard automatiques. Donc il te devra au total plus d'argent que ce que tu avais payé pour ton produit. Par contre, si aucune date de livraison n'est précisée lors de la commande, le vendeur a 30 jours pour te livrer ton produit à partir de la date de ta commande. Et si au bout des 30 jours tu n'as toujours rien reçu, c'est la même chose qu'avant. Tu lui demandes de te relivrer dans un délai raisonnable, et s'il ne le fait pas, tu peux annuler ta commande et être remboursé. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits.